Jamais, je crois, œuvre ne fut plus indispensable et d'intérêt plus général que le métropolitain. Comment l'ai-je conçu et réalisé ligne à ligne, avec toute mon équipe, en y pensant toujours pour le présent et pour l'avenir. Cher monsieur Bienvenu, votre métro a transformé la ville et la vie des Parisiens. Il paraît même qu'il a aujourd'hui la renommée d'être le meilleur du monde. « 1900 a été l'année de votre première ligne. Elle suit la voie publique et fut entièrement construite à ciel ouvert comme ici, aux Champs-Élysées ou la rue de Rivoli. Le réseau progresse rapidement et totalise aujourd'hui plus de 200 km de lignes et 370 stations. La décennie 70 fut celle de la création du RER qui assure pour la grande banlieue un transport rapide à grand gabarit. Mais la ligne A, transversale Est-Ouest, est aujourd'hui saturée dans la traversée de Paris. Le métro de l'an 2000, lui, s'appelle Météor, métro Est-Ouest rapide. Il renouvelle totalement la conception du transport urbain dans des stations de 120 mètres de long à l'architecture claire et accueillante. De plus, la sécurité est accrue grâce aux portes palières. Et l'exploitation en automatisme intégral, ici sur le site d'essai, permettra une adaptation instantanée de l'offre à la demande. Décidée en 1991, cette ligne au gabarit métro sur pneus doit décharger la ligne A du RER dans sa partie centrale, améliorer la desserte du 13e arrondissement et relier les zones d'aménagement Seine-Sud-Est au centre de Paris et au quartier des Affaires. La première phase, longue de 8 km, relie la Bibliothèque de France à Madeleine. Elle est en correspondance avec 4 lignes de RER, 7 lignes de métro, 2 gares SNCF et implantée en grande partie sous les immeubles, car pour rouler à 80 km/h, des courbes de grands rayons sont indispensables. Les travaux seront donc menés en souterrain, profondément sous le niveau de la nappe aquifère. Voyons comment Météor s'est faufilé dans le sous-sol parisien. L'objectif de la RATP étant de perturber le moins possible la vie de la cité, l'option tunnelier, solution économique et sûre, sans traitement préalable du terrain, est retenue pour la traversée du centre de Paris. Ainsi sont creusés 4,5 km de tunnels, sans le moindre dommage aux constructions, dans le calcaire grossier, les sables et les marnes et caillasses, en traversant 3 stations, dont 2 terminées en génie civil, à partir d'une seule emprise de chantier à la Bastille. Le puits de service, profond de 25 mètres, se situe en bordure du port de plaisance de Paris. La chambre de départ en cours va permettre d'assembler les différents éléments du tunnelier dont la fabrication commence en Allemagne en avril 1992. Il est du type à pression de boue pour contenir la poussée de la nappe et des terrains meubles. Diamètre au creusement 8,60 m, longueur du bouclier 11 mètres. L'ensemble du bouclier et du train suiveur assurant la logistique mesure 85 mètres. Il arrive en France par convois exceptionnels. Toute la puissance de la machine se concentre là, sur des molettes pour le terrain dur et des couteaux légèrement en retrait pour le terrain meuble. 16 mois ont été nécessaires à son étude, à sa fabrication et à son montage sur le site. La tradition est respectée.
et une chef de station nouvellement recrutée devient sa marraine. Elle s'appelle Sandrine. « 22 000 voussoirs sont préfabriqués en aval de Paris et acheminés par péniche jusqu'au puits de service. Ils constituent le revêtement définitif du tunnel, des anneaux de type universel de 8 voussoirs en béton armé. Chaque voussoir est équipé d'une douille de préhension. L'érecteur va le positionner à l'intérieur de la jupe. Il est maintenu en place par des vérins de poussée et son boulonnage précédent. L'anneau terminé, on recommence un cycle d'abattage par rotation de la tête en poussant sur les vérins. La foration achevée, on dégage l'espace du premier voussoir de l'anneau suivant. Pendant la foration, une boue claire est envoyée au front de taille. Elle est aspirée en partie basse, mélangée au déblai. Le système fonctionne en circuit continu jusqu'à l'usine de traitement située en bord de Seine. Son rôle est de séparer les déblais solides de la boue pour la renvoyer au front de taille. Des tromelles opèrent un premier tri gravitaire à 1 cm, puis des hydrocyclones agissent par centrifugage et le pressage des éléments fins termine l'opération. Les déblais solides sont évacués par péniche. Encore des milliers de camions qui n'encombreront pas la circulation parisienne. Des équipes de 15 ouvriers assurent le fonctionnement de la machine et des installations de surface qui sont couvertes et insonorisées. Le tunnelier a commencé sa progression en septembre 1993 à 3 postes, 5 jours par semaine. Sa vitesse de croisière est de 350 mètres par mois, comme prévu, et il mettra 22 mois pour parcourir ces 4500 mètres. Châtelet, la première station traversée, est construite, comme les deux suivantes, par la méthode de la voûte active. Galerie latérale basse, traitement du terrain, bétonnage des culées, puis remplissage des galeries pour les stabiliser au passage du tunnelier qui devait traverser la station terminée, mais un retard administratif a provoqué une dérive de 12 mois dans sa construction. Il l'aborde à peine ébauché. Galerie latérale haute, bétonnage des culées, puis terrassement et exécution de la voûte par anneau. Enfin, terrassement général avec démontage des voussoirs du tunnel et bétonnage du radier et des quais. À Châtelet, le bâti se compose de 2 demi-cintres indépendants équipés d'une béquille d'appui. À Pyramide et Madeleine, c'est un cintre unique. On met en place les voussoirs sur le demi-cintre. Puis on relève le demi-cintre. Même chose pour l'autre côté, en ajoutant un voussoir de clé terminant l'anneau. Pour éviter toute déformation, les deux demi-cintres sont liaisonnés et seront abaissés simultanément. Bourrage en béton projeté par voie humide pour obtenir un blocage efficace du terrain. Heures après, éclatement au coulis de ciment sous 150 bars, du vérin plat contenu dans la clé, mettant la voûte en compression. L'injection d'une baudruche réalise l'étanchéité entre anneaux. Un joint hydrogonflant complète le dispositif.
Après enlèvement du cintre, on terrasse un autre anneau. Le cycle complet recommence toutes les 24 heures. Cette méthode est bien adaptée au site urbain, car les injections préalables, le terrassement limité à un anneau et la recompression réduisent les tassements de surface à moins du centimètre. En surface, les installations de chantier sont minimales et la vie ne paraît pas trop perturbée. Pourtant, la station progresse. On va maintenant terrasser et mettre à nu le revêtement posé par le tunnelier. On va démonter les voussoirs, découper les cintres qui ont absorbé les surcharges amenées par l'engin de terrassement. En continuant d'assurer la desserte du tunnelier qui se dirige vers Pyramide et Madeleine. Enfin, au printemps 1995, c'est l'événement. Après avoir traversé la station Pyramide, il aborde la station Madeleine. Pour déplacer le tunnelier d'un tympan à l'autre de la station, des voussoirs de réaction, disposés sur le radier, vont servir d'appui au vérin de poussée inférieur. De cette façon, les 1000 tonnes du tunnelier vont glisser sur des rails scellés en radier. Pendant la traversée de la station, on inspecte et on révise les couteaux, les molettes, l'intérieur de la roue de coupe, les molettes de surcoupe, les agitateurs, le joint de queue. Nous savons que les 3 stations traversées, Châtelet, Pyramide et Madeleine, ont un point commun, la voûte active. Elles en ont un autre, leur environnement urbain et souterrain extrêmement dense. Châtelet est très difficile à implanter tant l'espace est occupé. 3 lignes de RER, 4 lignes de métro obligent Météor à contourner cet ensemble. Espace surchargé auquel il faudra pourtant bien s'intégrer. La station Pyramide Météor passe sous la station Pyramide, ligne 7, implantée sous l'avenue de l'Opéra, et la nouvelle salle des billets ne peut trouver sa place que calée sous la chaussée de l'avenue de l'Opéra, en écrêtant le tunnel existant et en limitant la hauteur sous dalle à 2,30 mètres. À Madeleine, il faut creuser une station de 18 mètres d'ouverture sous l'étroite rue de 16 et un ouvrage d'accès sous cette place. Il est l'illustration de la charte architecturale de Météor. Un volume unique, regroupant toutes les circulations, escalier mécanique, escalier fixe, ascenseur. Ici aussi, le génie civil est vu et mis en valeur. Ici aussi, l'attention est de tous les instants. Revenons à notre point de départ et voyons pourquoi il n'a pas été possible d'utiliser un tunnelier sur l'ensemble du tracé. Le voisinage avec la jonction Châtelet-Gare de Lyon du RER D en construction,
la station Gare de Lyon à quai central avec évasement des souterrains d'approche, un raccordement de service avec la ligne 6, un approfondissement dans les fosses glaises qui aurait été nécessaire pour conserver un toit calcaire suffisant sous la Seine, et la proximité de carrières sur la rue de Tolbiac nous ont fait renoncer à cette option pour retenir des procédés semi-mécanisés avec traitement préalable du terrain. Du port de Plaisance jusqu'à Gare de Lyon, les deux projets Météore et Ligne D sont exécutés simultanément. Cet ensemble chevauche le RER A en exploitation et va atteindre 30 mètres de large sous la rue de Bercy. La remontée dans les alluvions sous la nappe impose un traitement massif. Un coulis pénétrant et non polluant, le Silax-Sol, donne de bons résultats et tous les angles de tir sont mis à profit. Un tunnel de service désaffecté pour la circonstance, un tunnel du RER D en construction. Regarde la 2, si la vanne n'est pas fermée là. Et pour éviter les nombreux réseaux enterrés, le traitement de surface est réalisé à partir de puits viennois. Dans la zone de grande largeur et de faible charge, une voûte parapluie protège l'excavation sur 30 mètres en plus du traitement. Ce sont des tubes d'acier vissés entre eux, forés à l'extrado des ouvrages à partir d'une galerie transversale. Le raccordement à Gare de Lyon s'effectue à ciel ouvert, car entre les immeubles de grande hauteur et le bâtiment SNCF, nous devons construire un niveau ferroviaire, 3 niveaux de parking, des locaux techniques et des accès. Dans ce quartier à forte concentration de trafic, il faut en toutes circonstances maintenir toutes les circulations et l'espace disponible va être mis à profit. Déviation des réseaux et démolition de la rampe SNCF, réalisation d'une enceinte étanche par injection, foration de pieux berlinois, puis déplacement de la chaussée, préparation de la paroi berlinoise centrale, rabattement de la nappe par pompage, puis terrassement jusqu'à 2 mètres au-dessus du RER, clouage du terrain et terrassement du radier avec découverte du RER limité à 30 mètres. Ferraillage et bétonnage du radier par plot de 15 mètres, remontée des structures et construction de 2 niveaux de parking avec établissement d'une chaussée provisoire pour basculement de la circulation. Terrassement jusqu'à 2 mètres au-dessus du RER avec butonnage de la paroi moulée des IGH. Des vérins compensent la dilatation des butons métalliques pour n'engendrer aucun dommage dans la paroi moulée. Clouage du terrain, ancrage du radier au terrain, terrassement du radier par plot de 5 mètres pour maintenir la stabilité en pied de la paroi moulée mise à nu, bétonnage du radier par plot, remontée des structures et des locaux, remise en place des réseaux et de la voirie définitive pour basculement de la circulation, puis réalisation du niveau 0 du parking. Enfin, restitution de la 4e file de circulation. Pour la station Gare de Lyon, les contraintes sont identiques, dans un espace beaucoup plus restreint, délimité par la gare existante et la maison de la RATP. 2 ponts provisoires longitudinaux vont permettre une circulation continue en surplomb du chantier. L'un métallique côté SNCF, l'autre en béton
pour faciliter les raccords aux immeubles. Tous deux reposent sur des pieux fondés à 18 mètres. Une file est consacrée au stockage des toupies de béton hors circulation urbaine. La dalle de couverture, coulée au sol, vient rapidement butonner la gare existante. 2 lits de buton maintiendront sa stabilité à mesure de l'approfondissement des terrassements, évacués soit par une rampe, soit à la verticale. Quelques mètres en souterrain sont dus à la présence d'un tunnel routier. Après la démolition de la paroi moulée, Météor sera en correspondance directe avec la gare RER. Entre les stations Bercy et Dijon, construites elles aussi à ciel ouvert, le tunnel plonge dans les calcaires et des horizons particulièrement fracturés entraînent des arrivées d'eau allant jusqu'à 500 mètres cubes heure. D'une façon générale, ce calcaire suffisamment résistant est travaillé sans traitement. Ici, le débit est tel qu'un complexe drainant est mis en place avec beaucoup de difficultés pour éviter le délavement du béton en phase de coulage. En plus des joints hydrogonflants, les reprises de bétonnage seront traitées à la résine. La station Dijon, qui s'appelle désormais Cours Saint-Émilion, se situe à l'emplacement des anciens entrepôts de Bercy, dans une zone entièrement réaménagée. Après construction de la station, un parc paysager englobera les accès Météor et réussira bien à faire oublier qu'un jour, ici même, il y eut des travaux. La traversée sous-fluviale, comme l'ensemble du projet, est conçue dans les bureaux d'études de la RATP. Elle est réalisée par 4 caissons en béton précontraint immergés dans le lit du fleuve. Une plateforme sert à les construire. À l'intérieur du moule, on ferraille puis on bétonne le radier. Après ferraillage des pieds droits, un coffrage tunnel donne sa forme définitive au caisson. Pendant ce temps, les opérations de dragage préparent son emplacement dans la souille. Le caisson y prendra place sur ses appuis, bétonnés en fond de Seine, que des tourelles vont permettre de visualiser en surface. Équipé de ses ballasts et d'une cheminée d'accès, il est alors mis à l'eau sur la plateforme. On le dégage grâce à des câbles en rappel sur les ducs d'Albe. Puis, sous la surveillance de la brigade fluviale qui s'assure de l'arrêt complet de la navigation, il traverse la Seine amarré à un pousseur, tandis que 2 autres, en travers, s'opposent au courant. À l'aplomb de son emplacement, après une dernière vérification de la souille par un plongeur, il est immergé par remplissage des cheminées ballast. Les tiges filetées servent à rapprocher les caissons pour écraser le joint d'étanchéité. La vidange de l'eau contenue entre les caissons crée une dépression qui assure l'écrasement définitif du joint. Nous sommes maintenant dans les carrières de calcaire, 2 mètres au-dessus de la station Tolbiac nationale à construire.
Cette zone a été remblayée en 1877 par l'ingénieur des carrières Thury, il s'appelait, et c'est le lot numéro 6. Il faut donc les purger et les bétonner sur toute la longueur de la station et sur 12 mètres de large pour constituer un massif résistant. Dans la partie remblayée des carrières, à partir d'une galerie longitudinale, on exécute des galeries transversales distantes de 8 mètres. On les comble avec un mortier de ciment et ainsi de suite jusqu'à remplissage complet. Cette station servira de site de maintenance en première phase. Le génie civil terminé, il reste encore d'importants travaux à effectuer. Habillages architecturaux, équipements électriques et automatismes, pose de voies, etc. On va jusqu'à Tolbiac-Masséna qui dessert en fait la Bibliothèque de France. La station Tolbiac-Masséna, rebaptisée Bibliothèque, est le terminus de cette première phase. Construite par la SNCF, elle est en correspondance avec la ligne C du RER par un amphithéâtre de liaison. Intégrée à la vaste opération d'urbanisme Paris-Rive-Gauche s'étendant jusqu'à la gare d'Austerlitz, elle a nécessité la refonte du faisceau de voies et le déplacement de la gare Masséna. La RATP a pu mener à bien la construction de la ligne Météore grâce au savoir-faire de ses spécialistes et des professionnels des travaux publics. Le génie civil a été construit en moins de 4 ans, pour un montant de 3,5 milliards de francs. Grâce à une adaptation permanente des techniques aux conditions rencontrées, elle a su construire en toute sécurité ce métro de l'an 2000 en s'efforçant d'apporter le moins possible de nuisances à l'environnement urbain. Météore circulera à la fin de l'été 1998.